indigènes, car le Conseil d'État n'avait pas été exporté par le colonisateur. Force était de trouver un moyen de combler ce vide en mettant sur pied un conseil privé. C'est là une véritable atteinte aux droits de l'accusé, d'autant plus que les administrateurs qui siégeaient jouaient un rôle de magistrat sans en avoir le statut. Il reviendra au Sénégal le 11 novembre 1902 à bord d'un navire de la Compagnie maritime des charges réunies, le ville de Maceió. Journal officiel du Sénégal 1902, page 604. Son retour était non seulement triomphal, mais a vu son influence grandir et continuer de susciter avec ainsi une jalousie immense. L'administration coloniale décida finalement de le mettre en résidence obligatoire ou résidence surveillée en 1902 en Mauritanie. En Mauritanie, il a fait un séjour de 5 ans, une étape encore plus difficile à franchir parmi les gens qui, à l'opposé de ceux du Gabon, ne se préoccupent que du bonheur de l'au-delà, au point que se tailler une carrure spirituelle au-dessus de la leur pouvait être une tâche ardue. Tel un astre brillant, le cheikh s'adonnait à une pratique d'adoration interminable, bien sûr en Mauritanie, envers son Seigneur. Il répondait à toutes les questions de religion qui lui parvenaient. Il surmontait les défis intellectuels et les challenges spirituels. Il écrivait abondamment sur le prophète, comme si sa main droite avait une dette de reconnaissance envers son illustre maître. Il épuisait pour cela tous les genres littéraires arabes. Il séduisait, il étonnait au point qu'il était devenu le saint des saints. Au bout du compte, il fut élevé à la plus haute noblesse de l'élite mauritanienne et alaouite. Le 6 mai 1907, d'un commun accord entre le lieutenant-gouverneur du Sénégal et le commissaire du gouvernement général en territoire civil de la Mauritanie, Thiéyène fut choisi comme lieu d'installation de Cheikh Ahmadou Bamba à son retour de Mauritanie. Thiéyène, un terrain se trouvant dans la province du Djolof, dans le cercle de Louga. Il y resta jusqu'au vendredi 22 Muharram 1330, 12 juillet 1912, avant de quitter pour Diourbel. À Diourbel, on installa à l'emplacement actuel du lycée franco-arabe, non loin de la résidence du commandant de cercle. C'est en février 1917 qu'il ira s'installer à Kergoumak, une maison construite par lui-même et qui constitue donc sa pleine propriété et lui donnant le nom de Boukhatoul Moubarak. Vous commencez à l'identifier maintenant. Nous allons le connaître davantage avec l'étiquette Abreuvoir des assoiffés, que je lui ai conféré tout à l'heure. Après 4 siècles de traite négrière et d'esclavage au sortir desquels, dans la seconde moitié du 19e siècle, l'Afrique pleurait à chaudes larmes. Le Sénégal, mon pays, dis-je, dans ses jérémiades, à l'instar de Jérémie, au 5e siècle, avec la destruction de la Palestine, le Sénégal, dis-je, dans des cris et des soupirs de douleur atroce, dans ce calvaire de persécution, de brimade, de vexation de tout genre, dans ce climat d'atteinte aux valeurs et libertés humaines, attendait un sauveur. Le peuple avait soif, et qui allait donc l'abreuver. Nos ancêtres avaient perdu tout espoir d'être délivrés de l'aristocratie locale, ces oligarques des royaumes et monarchies traditionnelles qui avaient fait du sang du peuple leur monnaie d'échange pour assouvir à tout prix leurs desseins bassement terrestres et matériels. Au Sénégal, les révolutions théocratiques musulmanes et de l'islam conquérant avaient un projet de société entre les mains et ont tenté de mettre fin à cette crise accentuée par la conquête territoriale de Fédère. Mais malheureusement, ils ont pris les armes et tombèrent dans le piège de l'effusion du sang. Je n'évoquerai donc pas la mission de Cheikh Ahmadou Bamba à cause de la situation de Cheikh Ahmadou Bamba qui a sauvé la situation, sans rendre un hommage déférent à ses preux, ces nobles, ces hommes de Dieu, ces magnanimes que nous continuons à vénérer. Ce sont Al-Hadji Omar Foutiyou Tall, qui a presque boudé ce monde et a cessé de s'offrir à nos yeux pour continuer à adorer son Seigneur,
dans les falaises de Bandiagara en 1864. Thierno Souleymane Baal du Fouta Toro, farouchement opposé à l'esclavage maure qui tomba en 1776. Almami Abdul Kader Khan, le Torode, il a lutté contre l'esclavage maure et français, ainsi que la traite jusqu'à sa mort en 1807. Ce commerce de la honte s'est poursuivi jusqu'en 1848, année à laquelle il fut aboli. Tafsir Maba Diakhou Ba tomba en juillet 1867. Il était à l'Almami de la théocratie du Badibou dans le royaume du Saloum. Je rends hommage au professeur Ibader. Ahmadou Cheikhou Ba, le lame taureau de Ouromaddiou. Il était le fils d'Ahmadou Ahmad Ba, connu sous le nom de Seydina Al-Mahdiou de Ouromaddiou sur le fleuve du Sénégal, qui mène vers le Dandemayo dans le Podor. Il fut tué à Samba Sadio en 1875. su ma waxee kooku ak maam yi ki ñu joxoon bis bi dina dugal ci xel nit ñi lu bare bare. Cheikh Ahmadou Bamba est celui qui en 1875, la même année à la suite de la bataille de Samba Sadio, en Lat Dior, le roi du Kayor et Ahmadou Cheikhou Ba de Ouromaddiou a refusé l'allégeance de Ibrahima Makourdou Diop, demi-frère de Lat Dior, venu se convertir à l'islam et se confier à lui pour qu'il soit son guide spirituel. Cheikh Ahmadou Bamba lui recommanda aussitôt de rendre toute la partie de ses biens issus du butin de guerre de Samba Sadio et de libérer les esclaves capturés et qui étaient sous sa coupe avant qu'il ne lui accepte son allégeance. Khadim Rassoul, Cheikh Ahmadou Bamba, fit la déclaration historique qui tonna partout. Il stipula que cette guerre ayant opposé des musulmans ne saurait légitimer la capture d'esclaves. Dès lors, les esclaves comme les biens issus de ce butin de guerre entre deux musulmans sont illégaux. Une telle fatwa dérangea les services juridiques, je veux dire les cadis et les juristes constitués officiers dans la cour du roi du Cayor. L'aristocratie de Lat Dior, l'aristocrate Lat Dior, oligarque du Cayor, Damel, était après une longue période de flétrissement. Après avoir vaincu les aristocrates locaux et la révolution maraboutique, en liquidant tous les dignitaires, l'envahisseur avait donc devant lui, à la fin de la seconde moitié du 19e siècle, un autre ennemi, un seul pour tout le peuple, un combattant de la foi. C'est Mohammed Ben Habib Allah qu'on appelle Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul, le serviteur privilégié du prophète, ou Serigne Touba, le maître de Touba, ou le fondateur de la ville de Touba, ou encore Serigne Bou Magbi, le grand maître. Cheikh Ahmadou Bamba est apparu sur la scène publique en un moment crucial, c'est-à-dire après la conquête territoriale par l'administration coloniale française et à l'heure de la mise en œuvre de la politique d'assimilation culturelle. L'administration coloniale avait changé de stratégie, mais le cheikh, lui également, est venu avec ses stratégies basées sur les valeurs universelles de l'islam. Il n'avait pas d'esclaves, il n'avait pas d'armes, il n'avait pas constitué le peuple en armée, il ne détenait pas de richesses, il n'avait que l'islam pour lutter contre l'esclavagisme, le racisme et la discrimination. Avec l'islam, il n'osait pas conduire l'hécatombe de peur de devoir rendre compte à son Seigneur. En définitive, l'on avait d'une part l'envahisseur comme stratégie l'assimilation culturelle aux valeurs occidentales, et d'autant, il est un anti-esclavagiste, il est un apôtre de la paix, il est l'espoir de tout un peuple, il a dénoncé les injustices de tout genre des souverains locaux, il a dénoncé les abus du clergé et rendait justice dans la cour du roi. Il disait la vérité aux dictateurs sanguinaires qui faisaient couler le sang du peuple et qui n'avaient aucun respect pour le peuple. Il a échappé à la mort là où aucun de ses prédécesseurs n'a pu échapper. Ses prédécesseurs n'a pu échapper. Voilà la raison pour laquelle l'histoire doit retenir son nom. Il a convaincu son peuple contre la somme d'argent par le biais d'un Mauritanien qu'il a lui-même envoyé à la Mecque. Le pèlerin est passé par Beyrouth. Ceci constitue un véritable prodige de Dieu. Le cheikh est porteur de valeurs humanitaires et non destructives, de valeurs de solidarité et de partage mondialisant, de valeurs d'amour et de paix pour toute l'humanité, et il le confirme dans ses... Toi qui es au-dessus de la vengeance
absous et accorde ta miséricorde à l'ensemble des créatures, toi le guide qui est à l'origine de la création. Cette déclaration d'un musulman, d'un grand homme de Dieu, vient ainsi démentir toutes les accusations non justifiées portées contre l'islam, car en priant pour toute la créature, il a prié pour tout le genre humain, sachant tout simplement que la grandeur de Dieu est telle qu'il peut accéder à sa demande et cela ne lui coûte absolument rien. Le nom de ce Bamba, en l'occurrence, est surtout très étroitement lié à la lutte pour l'indépendance. De quelle indépendance me demanderiez-vous? C'est celle du culte exclusif rendu à Dieu, et Dieu exclusivement. Cette délivrance qu'il a obtenue est aussi une lutte de libération, un grand défi, un challenge pour lequel il a mis le prix plafond. Les Anglais diraient « he set a high value upon this challenge ». Un sacrifice qu'il a assumé pour le bonheur du peuple. Budul woon ak moom wolof nasaraan nul aliéné culturellement, Serigne Moussa Ka Dixit. Avec plus de 7 tonnes de manuscrits, Cheikh Ahmadou Bamba est un abîme de savoir, une université, une érudition, un savant, en un mot des femmes, des enfants, des faibles comme des personnes valides et invalides. Il écoute tout le monde, il satisfait tout le monde, sans jamais dire non à une requête. Il est le père fondateur de cette nation et vous comprendrez pourquoi Serigne Fallou Mbacké disait « Maï Sénégal ». On parle de Touba, mais Dakar est la capitale du Sénégal, qui est la capitale du Sénégal, aurait pu être baptisée Bambaville, à l'instar de Washington, District of Columbia. La capitale des États-Unis, ce n'est pas Washington, c'est le District of Columbia en tant qu'État, près de la Virginie. Je crois qu'on doit s'interroger pourquoi le nom de Washington dans la capitale des États-Unis. Washington, District de Columbia, donc capitale des États-Unis, qui perpétue le nom et la mémoire de George Washington. Il est un militant du respect des droits des autres. Sa religion lui édicte je parle de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba est un militant du respect des droits des autres. Sa religion lui édicte la cohabitation avec les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Nous avons vu l'effigie de Washington sur le dollar. Et chacun des 50 États aux États-Unis s'enorgueillit de son stèle George Washington. C'est en vérité une reconnaissance pour ce qu'il a enduré et fait pour son peuple. Les colonialistes étaient ses ennemis. Malgré leur hostilité, ils l'ont décoré au chevalier de la Légion d'honneur. Pourquoi? Cheikh Ahmadou Bamba a pardonné à la France et l'a aidé à des moments difficiles. Il apparaît dans le rapport du 22 octobre 1915, fait à Diourbel par l'administrateur en chef, M. Lasselve Antoine Jean-Martin Arthur, ce qui suit, nous lui avons demandé en février 1915 200 recrues, qu'il nous a donné malgré le mécontentement et l'opposition de ses chers lieutenants. Il a aussi favorisé le recrutement dans le cercle de Tivaouane, de sorte qu'une troupe d'environ 400 tirailleurs mourides instruits dans les camps de Fréjus et sur lesquels le ministre de la colonie a apporté les appréciations les plus élogieuses auprès du gouverneur de l'AEF, M. Merleau Ponty Amédée. Le ministre disait, les tirailleurs mourides reconnaissent entre eux des marabouts auxquels ils obéissent. Ils sont intelligents, sobres, durs à la fatigue. Ils sont d'excellents tirailleurs. 6 de ces recrues ont suivi le peloton des élèves caporaux. Tous ont été reçus à l'examen de sortie et 2 ont eu les galons de caporaux. Vous voyez comment nos grands-pères et nos pères sont à l'origine de cette flamme allumée et ravivée tous les jours de 18h30 depuis le 11 novembre 1923. Je l'ai visité moi-même. C'est la tombe du soldat inconnu installé 2 ans après la Première Guerre mondiale sous l'arc de triomphe de la place de l'Étoile. C'est l'actuelle place Charles de Gaulle depuis 1970. Le mouridisme est un islam authentique que la France coloniale n'a pas pu détruire mais a reconnu. Car tirailleurement parlant, il n'y a pas moyen, il n'y a pas solution, il faut reconnaître. En 1919,
par arrêté du 28 avril 1916, décidé par le gouverneur général de l'AOF, M. Marie-François Joseph Claudel, la France a nommé Cheikh Ahmadou Bamba parmi les membres du comité consultatif des affaires musulmanes. Non seulement cela ne l'a jamais intéressé, mais il n'était pas non plus demandeur et n'y siégera jamais. La mémoire des Mourides est aux portes du Panthéon. C'est notre religion qui ne nous autorise pas de le revendiquer, car nous ne glorifions que le Seigneur très haut. Mais si aujourd'hui nous avons connu Verdun, c'est d'abord dans les récits des souvenirs de nos grands-pères. En 1919, Cheikh Ahmadou Bamba a été élevé à la plus haute distinction de la République, médaillé de la Croix de la Légion d'honneur. En 1926, Cheikh Ahmadou Bamba avait remis gracieusement la liste des souscriptions pour la bataille du franc. Le rapport signale une mention spéciale due à la participation du chef de la confrérie des Mourides qui s'élève à 500 000 francs. CF rapport politique du cercle de Diourbel en 1929. Pour une collecte de 1 855 489,40 qui a duré un an ferme, la part contributive de la colonie du Sénégal, votée avec acclamation par l'Assemblée élue et délibérante, s'élevait à 1 million. Nous voyons tous pourquoi il est bon de construire l'histoire ensemble. Pour cela, nous comptons sur notre gouvernement et la coopération entre la France et le Sénégal pour que l'histoire retienne ce geste de 1926, hautement apprécié par la France à des moments difficiles de son histoire. Cette période est dite celle de la dévaluation Poincaré. La livre sterling, qui valait 100 francs en 1924, atteignit les 243 en juillet 26. La contribution de notre colonie et celle du chef de notre communauté a quand même contribué aux différentes stratégies pour le relèvement du franc. Une mention spéciale lui a été décernée, cette fois en lieu et place d'acte de reconnaissance. À présent, ce qui reste à faire et qui nous préoccupe tant, je le dis devant Monsieur le Premier ministre, un ancien membre de cette Hizb ut-Tarqiyyah. On a fait ensemble la gestion des membres de Hizb ut-Tarqiyyah en 89 avec le fameux logiciel Clarion que vous connaissez. Il était un grand spécialiste de Oracle. À présent donc, ce qu'il reste à faire et qui nous préoccupe tant, c'est la déclassification des archives. La métropole a certes laissé une abondante documentation, mais je ne sais pas s'il est permis de le dire, c'est un peu comme de la triture. Car, avec le rapatriement lors des indépendances, ce sont toutes les archives des administrations ayant exercé des fonctions de souveraineté qui ont été enlevées. Il s'agit des fonds des gouverneurs, des résidents et des préfectures. Seules les archives de gestion ont été laissées sur place et ceci est confirmé par l'ANOM, Archives nationales d'outre-mer. Après toutes ces stratégies bellicistes, il faut ranger dans la logique de la métropole et de la colonie. Les deux parties entretiennent aujourd'hui des relations séculaires d'histoire partagées en bonheur et en souffrance. Deux partenaires naturels qui conduisent une excellente coopération économique et sociale et qui entretiennent une amitié dans le respect mutuel des deux peuples et de leur culture. Il est normal que la paix s'en soit suivie ainsi qu'un respect mutuel exemplaire des droits de chacun. De nos jours, la plupart des métropoles ont compris cela et ont assoupli le régime de communicabilité des archives, sachant que si on fait l'histoire ensemble, l'inaccessibilité aux archives communes par les parties détentrices ne se justifie pas, eu égard aux besoins de l'ancienne colonie de mieux connaître cette histoire. Nous reconnaissons que c'est compte tenu quelquefois de leur grand intérêt et de leur sensibilité et leur valeur inestimable
qu'elles sont gérées dans l'intérêt diplomatique des deux pays. Les archives publiques de France, en France, sont, sous réserve de l'article L 213.2 du Code du patrimoine, de prime abord communicables de plein droit. Mais dans le droit français, l'accès à ces archives s'exerce fut déjà mon ambition en 1300 de l'Égypte. En examinant ce vers tiré de ces carnets de voyage, on s'aperçoit que c'est une décision voulue par le Tout-Puissant qui a motivé son exil. Et de par cette grandeur, il ne voulait pas il ne voyait pas la décision du Conseil privé comme un motif principal. Il s'en est plutôt félicité et c'est le deuxième passage qui l'explique davantage. Je cite, « Et en cela ma délivrance en l'an 1313 de l'Hégire, 1895, de toute attache en dehors de Dieu pour servir le prophète. L'exil est pour lui une consécration dans le service qu'il a rendu au prophète, son maître, son bien-aimé. » Comment peut-on considérer ce qui lui est arrivé comme une délivrance et donner l'importance au conseil privé? Il a dû accepter la décision avec une très grande philosophie. Il le dit dans un autre passage du même texte des carnets de voyage, à savoir, c'est Dieu, et Dieu exclusivement, qui a inspiré le dessein dans les cœurs de ceux qui furent les auteurs de mon internement en cette même année 1313, l'Égypte 1895. Le Coran nous dit, les gens s'imaginent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les mettre à l'épreuve? Nous avons déjà mis à l'épreuve leurs prédécesseurs. Ainsi Dieu connaîtra ceux qui disent la vérité et ceux qui ne disent pas. L'épreuve est donc le baromètre avec lequel le Seigneur Tout-Puissant mesure la sincérité de la foi, à l'instar du groupe de Mécois convertis à l'islam et qui, en rejoignant le prophète à Médine, ont été rattrapés par les polythéistes qui leur infligèrent beaucoup de préjudices. Cheikh Ahmadou Bamba se preuve, ce magnanime, est celui qui, à l'image des pionniers, a eu une foi inébranlable. La conviction en la délivrance a toujours été, sa conviction en la délivrance a toujours été intacte. Après, permettez-moi d'ouvrir une fenêtre sur les 40 ans de Hizb ut-Tarqiyyah, afin de m'acheminer directement sur l'hommage qu'on lui doit. Il y a aujourd'hui une raison suffisante pour parler des 40 ans d'existence de Hizb ut-Tarqiyyah, 1976-2016. Né en 1976 à l'Université de Dakar, entre la cité universitaire et les facultés, le Daïra des étudiants mourides devenu Hizb ut-Tarqiyyah comptait en surabondance une génération fraîche, encore fraîche, issue de mai 68, caractérisée par une remise en cause de l'autorité de l'État à cause des révoltes de nature sociale, culturelle et politique. Quant à nous autres du Daïra des étudiants mourides, qui sortions du lot pour remédier à nos crises spirituelles, morales et identitaires, afin de retrouver notre personnalité musulmane, le système en place nous voyait de notre œil, n'appréciait pas à sa juste valeur la référence que nous nous étions choisis en la personne de Cheikh Ahmadou Bamba. L'autorité temporelle voyait plutôt en nous des intellectuels qui, avec la puissance du mouridisme et le nationalisme de Cheikh Abdullah à l'époque, notre mentor, intellectuel qui pouvait donc cacher des intentions politiques. Malgré son entrisme hautement professionnel, avec toute une hiérarchie de surveillance clandestine ou à drapeau déployé, le système finit par comprendre qu'en dehors de la motivation de reconnaissance identitaire, le Daïra des étudiants mourides a contribué à aider la jeunesse à ne pas être
étrangère à elle-même ou à préférer autrui à elle-même et les pousser plutôt à se préoccuper de leur salut ici-bas et dans l'au-delà. Cette entité, le Daïra des étudiants devenus Hizb ut-Tarqiyyah, était complètement indifférent à toute entreprise de prise de pouvoir, de loin de toute autre idée de renverser un quelconque gouvernement. Hizb ut-Tarqiyyah a donc su résister, comme vous l'imaginez, à tout ce qui le privait de ses propres valeurs et à tout ce qui tentait de lui faire assimiler d'autres valeurs. Après une série d'épreuves, l'entité a connu une période d'accalmie, d'introspection et de retrait. Et cet éloignement des rivalités et des cultes de positionnement qui sont source de suspicion, de coups bas, de préjugés, de conspiration. Tout cela nous a valu ce fameux certificat d'affranchissement, à savoir Ken Degoulen Tchedara, Yoteunyo Ken Dara, ce qui au finish a abouti au consensus qui consiste à dire Serigne bi rek la ñuy liggéeyal. Il est quand même bon de rappeler que cette posture ne manque pas de signification, car nous n'avons fait que jouer notre partition dans cette œuvre d'indépendance derrière celui qui nous a libérés, nous les pauvres otages connus sous le nom d'assimilés. C'est avec ce certificat d'affranchissement que nous avons choisi des cadres d'assimilation de nos valeurs culturelles de base, hors des facultés et hors du campus, par le respect au statut provisoire qui pesait sur les franchises et les libertés universitaires. Et tout cela, ngir bañ a jotee ak kenn dara. Pour ne pas avoir des démêlés avec qui que ce soit. Cela constitue également une valeur de progrès. Comme vous le savez, l'organisation dénommée Daïra n'est pas reconnue par notre constitution. Pour avoir un statut, il fallait être une association et avoir statut juridique. Cependant, Hizb ut-Tarqiyyah a toujours préféré fondre son statut dans celui du mouridisme, que rien ne peut dissoudre. Puisse Dieu, par la grâce de Cheikh Ahmadou Bamba, accorder à l'ensemble des daïras mourides et aux daïras de nos confrères musulmans de toutes les familles religieuses du pays un statut juridique leur ouvrant la voie légitime à l'obtention de comptes bancaires, de titres de voyage ainsi que bien d'autres droits et légitimités, et ce, sans avoir besoin d'user de beaucoup de gymnastique pour esquiver les blocages. Après les épreuves, c'est la délivrance. Dit l'adage, le Daïra des étudiants mourides n'a pas échappé à la règle. J'évoquerai celle qui s'abattait sur nous dans le contexte de la renaissance islamique des frères musulmans, dont les caisses de résonance foisonnaient à travers le monde. Ils constituaient une organisation pan-islamique à leur début, mais vers les années 80, ils eurent des ambitions politiques et pan-arabes. On se rappelle du premier président de la République, M. Léopold Sédar Senghor, qui évoquait souvent l'éveil islamique en disant « l'islam d'Afa Fiti ». Il en parlait non pas en simple politique ou en bon chrétien, mais par la voix de quelqu'un qui était disposé à accuser pour réprimer, ensuite à interdire pour dissoudre. Serigne Abdou Lahad Mbacké nous a toujours protégés. Il a usé de tous les prétextes, de toutes les occasions ou situations pour multiplier et déverser les enseignements révolutionnaires de Cheikh Ahmadou Bamba, de sorte que le nationalisme et la dignité
gagner tout le monde. Nous, en ce qui nous concernait, on oubliait mai 68, ni Hassan al-Banna, ni Saïd des Ramadan, son gendre, ni la révolution iranienne de 1968 avec leur vénéré Saïd Qutb, encore moins nos homologues étudiants du vénéré imam Khomeini n'avait rien de comparable avec nous. Hizb ut-Tarqiyyah, après 40 ans, confirme qu'il n'a rien de comparable avec Ennahda ou du mouvement de Mohamed Abdou ou encore de Jalaluddin Afghani, encore moins de Ennahda des printemps arabes. Hizb ut-Tarqiyyah n'a rien de réformiste islamiste. Il n'a aucun lien avec le réveil politique islamique du monde arabe, sachant qu'après la décadence des Ottomans, Ennahda se voulait bouclier à l'influence de l'Occident sur l'Orient arabe. 1976-2016, Hizb ut-Tarqiyyah a depuis février dernier 40 ans. C'est également une personnalité révolue, aussi bien du point de vue de la raison que de la maturité. C'est aussi la période qui remplit les meilleures conditions pour parachever une œuvre. C'est l'âge où nous devons être ce que nous sommes. C'est aussi pour Hizb ut-Tarqiyyah une excellente occasion de rester après 40 ans ce qu'il a toujours été. L'anniversaire des 40 ans sera dédié à Cheikh Ahmadou Bamba en action de grâce. La philosophie de l'anniversaire donc est un slogan. Nous aborderons beaucoup de sujets. Les programmes vous le confirmeront. Mais cette œuvre de vulgarisation qui propagera davantage le mouridisme, je le déclare en vous demandant de me permettre, je suis déjà debout, je croyais que je serais assis, de me lever pour le dire, cette mission sera sans appel. Et ne s'arrêtera désormais jamais. On a parlé des grandes journées culturelles dédiées à Cheikh Ahmadou Bamba pour que tout le monde s'interroge sur la matérialisation du tribut de reconnaissance que nous lui devons et de s'interroger quand nous acquitterions-nous de ce tribut de reconnaissance. Le Magal ne vient que d'être décrété jour férié, chômé et payé. Certainement, il sera un jour élevé au rang de fête nationale. Pourtant, son départ en exil ne sera jamais un jour comme les autres. Chers compatriotes, nous devons à ce grand homme de la reconnaissance et non de la rivalité. Le Sénégal doit s'incliner devant lui sans tenter de le fragiliser ou de le décrédibiliser ou de le désacraliser, les piliers de ses enseignements. Il a mené une mission et transmis un message que nos caprices ne doivent pas empêcher d'être connus ailleurs. Il est un nationaliste, mais il est transcontinental. Il est un Africain, mais il est transnational. Il a créé la sainte ville de Touba, qui est un grand établissement humain devenu aujourd'hui la deuxième ville du Sénégal. Une ville émergente à fonction plurielle, dans laquelle nous pouvons lui manifester toute notre reconnaissance. Cette ville, grâce au Grand Magal, a une fonction de ville pèlerinage. Et cela nécessite beaucoup de servitudes et de services d'utilité publique, liés notamment à l'énergie, à l'eau potable, à la santé, à l'assainissement, à l'hygiène, aux infrastructures routières, à la circulation aérienne, aux télécoms et à la salubrité publique. Cheikh Ahmadou Bamba nous a laissé la ville de Touba, qui est tout de... qui est tout... tout est ci des. tout est ci des. léegi sëñ bi ñuy toog
ñu julli ba noppi sëriñ Aatu yeggale ku ne xam ne sëriñ Tuubaa ak waxtu looloo tax. mais micro yi ubbeeku la waaw kañ waaw jërëjëf mbokk للمصطفى نويت ما يجدد
المصطفى